Aujourd'hui, Vue sur Terre part à la rencontre de l'archipel des Açores au milieu de l'océan Atlantique. Tout le monde connaît l'anticyclone des Açores. Ces îles qui lui ont donné son nom composent un territoire volcanique sorti des profondeurs de la mer. C'est à Flores que vit Mauro, un jeune marin confronté aux tempêtes de l'hiver. Juan a décidé de vivre entre ciel et mer à San Miguel. Fasciné par le monde maritime qui l'entoure, il se passionne aujourd'hui pour le parapente. Dès qu'il le peut, Juan déploie ses ailes au-dessus des volcans, là où il a toujours vécu. Nilton, c'est l'homme de Pico. Son île est la plus impressionnante des Açores. C'est le toit de l'archipel. Du sommet de cette montagne, Nilton peut contempler l'immensité de l'Atlantique à travers un océan de nuages. Quand je monte jusqu'ici au sommet, je ne pense à rien. Je vide complètement mon esprit. Il n'y a que le ciel, le silence et la montagne. J'oublie tout. Je me sens complètement en paix. Ce sont des îles dont on connaît le nom, mais que peu de gens savent situer sur une carte du monde. L'archipel des Açores, ce n'est plus vraiment l'Europe, et ce n'est pas encore l'Amérique. Cet archipel portugais, isolé des continents, est constitué de 9 îles, perdues au milieu de l'Atlantique. Voyager aux Açores, c'est accéder à une nouvelle dimension dans le temps et l'espace. Les îles ont une histoire géologique complexe. Chacune d'entre elles témoigne d'une incroyable activité tellurique débutée il y a des millions d'années. Au commencement, étaient l'eau et le feu. Ces îles volcaniques forment une frontière irréelle entre le ciel, la terre et l'océan. Quelque part dans l'Atlantique, l'archipel des Açores se dresse entre l'air et la lumière. À l'extrême ouest de l'archipel, Flores et Corvo sont les plus petites îles des Açores. Elles sont aussi les plus isolées. Pendant des siècles, elles sont restées à l'écart du monde. Mauro est le capitaine du Santa Iria, le bateau qui relie ces deux îles occidentales. Son petit caboteur est un lien vital pour les habitants de Corvo. Entre les îles, les marchandises transitent par la mer. Mauro est né dans une famille de marins. Il y a plus de 60 ans, son grand-père faisait déjà le même métier entre Corvo et Flores. D'abord, si je n'avais pas cette relation aussi forte avec la mer que nous avons ici, avec la nature, avec cette île et les gens qui y vivent, je n'aurais pas le même désir de rester là. Je sais pas, mais je pourrais sans doute vivre ailleurs, mais seulement si on m'y forçait. Ailleurs, je m'adapterai, mais je ne partirai pas d'ici de mon propre chef. Pour rien au monde. L'histoire de la découverte de ces îles demeure mystérieuse. Des bouts de terre, baptisés Atlantis, apparaissent sur de très anciennes cartes marines, mais l'histoire retient que les Açores sont découvertes en 1427 par Diego de Silves, un navigateur portugais parti à la recherche du Nouveau Monde. Pendant longtemps, les
Les Açores ont nourri le mythe d'un continent perdu, dont il ne resterait à la surface de la mer que les sommets de montagnes engloutis. Et si l'Atlantide, ce monde utopique, avait l'allure de ces îles? C'est ici qu'est situé le fameux anticyclone des Açores. Cette zone de haute pression atmosphérique conditionne la météorologie de toute l'Europe. En hiver, les habitants des Açores sont aux premières loges du spectacle climatique. La mer et la nature offrent ce qu'elles ont de plus violent. L'île de Flores est un poste avancé face aux tempêtes de l'Atlantique. Affrontant les assauts de la mer, les ports de l'île n'offrent quasiment aucune protection. Tous les bateaux sont à terre, à l'abri. Tous, sauf un, le Santa Iria. Avant la nuit, c'est un combat contre les éléments que va devoir livrer Mauro, le capitaine du bateau secoué par la mer en furie. On ne peut pas mettre le bateau à terre. C'est le bateau qui doit aller à Corvo 2 fois par semaine. Alors on n'a pas le temps de mettre le Santa Iria au sec. Et c'est pour ça qu'il reste en mer. La mission du Santa Iria est d'assurer le ravitaillement en vivres des familles de Corvo. Ce qui est une formalité par beau temps devient une entreprise périlleuse dans ces conditions. Le Santa Iria est bloqué au port. Impossible de prendre la mer. J'ai mis 4 ancres sur le bateau. 6 ou 7 amarres à l'avant. Et il y en a 2 autres à la poupe à l'arrière d'un côté. Et 2 supplémentaires de l'autre côté. Parce que la mer vient de face dans l'axe du port. De toute façon, c'est impossible de dormir. On va passer la nuit ici pour vérifier les amarres. On va surveiller la mer, voir si elle forcit ou pas. Avant la nuit, toutes les précautions sont prises pour préserver le navire. Désormais, il n'y a plus rien à faire si ce n'est croiser les doigts et croire en sa bonne étoile. Le plus gros de la tempête n'est pas encore passé. C'est la nuit de tous les dangers pour le capitaine du Santa Iria. Les digues ne peuvent rien contre la furie du temps. La mer déchaînée semble vouloir engloutir Santa Cruz, le village principal de Flores. La porte est bloquée, elle s'ouvre pas. On voudrait dégager la voiture, mais on peut pas. Là, la marée monte, les vagues vont devenir de plus en plus grosses, c'est en train de forcir. Dans 1 heure, ça va être encore pire. Il va y avoir plus de vent. Normalement, demain, ça devrait se calmer, normalement. Les îles des Açores s'exposent aux 4 vents des tempêtes. Au milieu de l'Atlantique, il n'y a aucun obstacle pour stopper la houle et les vagues. Tout au long de l'hiver, les dépressions naissent le long des côtes américaines et balaient l'archipel. Cette course du temps se termine dans le ciel de l'Europe. Il faut environ 4 ou 5 jours à une tempête pour traverser l'Atlantique d'ouest en est. De
Depuis la nuit des temps, les Açores sont au cœur de ce phénomène météorologique. Dans le port de la Gesse, le vent est monté d'un cran. Mauro est venu s'assurer que les amarres du Santa Iria tiennent bon. On est abrité pour l'instant, parce que le vent vient du sud-est. C'est vraiment mauvais. C'est pas bon du tout parce que ça va empirer. Pendant la nuit, le vent va tourner dans cette direction. Alors je dois m'assurer que les amarres vont tenir. C'est sur cette amarre que le bateau va tirer quand le vent va tourner. Pour le moment, ça va encore. Je peux pas aller sur le bateau quand il fait nuit, c'est très dangereux. Ici aussi, c'est dangereux. Cette nuit, les vagues risquent d'être plus grosses. La seule chose que je peux faire, c'est de rester attentif, en veille. C'est tout. L'église nous protège. Elle repousse le mauvais temps. Toutes les églises sont tournées vers la mer. Il y a toujours quelqu'un qui nous protège. Durant la nuit, un déluge de vent et de pluie va s'abattre sur l'île. Au lever du jour, les petites cascades de montagne sont devenues d'énormes chutes d'eau qui jaillissent des falaises. Secouée par la violence de la nature, Flores endure la pire tempête de l'hiver. Depuis plus d'une semaine, la terre et l'océan se toisent avec une violence inouïe. Il n'y a plus de ciel, ni de mer. Au milieu de l'Atlantique, la vie s'est arrêtée. Dans ces conditions, les habitants de Flores sont terrés chez eux. Ils font le dos rond et attendent le calme après la tempête. Le Santa Iria a tenu bon. Un autre navire l'a rejoint dans le port. Le Setsidach est en escale pour quelques heures. C'est le plus gros cargo des Açores. Il assure l'acheminement des marchandises entre les 9 îles de l'archipel. Le déchargement des containers doit se faire rapidement. Les dockers n'ont que quelques heures pour intervenir. La calmie météo ne va pas durer. Après des jours d'attente, l'équipage s'active sur le pont du Santa Iria. Même si la mer s'est calmée, Mauro, le jeune capitaine, n'est pas tranquille. La tempête a formé une longue houle. Dans ces conditions, la manœuvre d'approche dans le port de Corvo peut s'avérer dangereuse. Plus que tout, c'est la mer que j'adore. J'aime tout sur cette île. Sa tranquillité, les gens, ma famille, c'est paisible. Tout me plaît dans le fait de vivre à Flores. C'est un bon endroit pour vivre. Je n'irai pas ailleurs. Aux
Aux Açores, les hommes sont habitués aux tempêtes auxquelles tout le monde apprend à se soumettre. Ici, personne ne négocie avec la mer. Cet hiver, l'île de Corvo est restée coupée du monde durant 20 jours. João a grandi sur l'île de San Miguel, l'île principale des Açores. De son enfance passée sur les bateaux d'un grand-père marin-pêcheur, il a gardé un amour immodéré de l'océan. C'est simple, je suis d'une famille de marins. Mon grand-père était pêcheur et j'ai eu une enfance très liée à la mer. Mes oncles faisaient de la plongée, alors naturellement j'ai été attiré par la plongée, par l'apnée et la chasse sous-marine. J'ai appris à plonger avec des bouteilles et puis j'ai commencé à travailler à l'université comme technicien en biologie marine. Et au fil des ans, la mer est devenue ma grande passion. Il y a quelques années, c'est en venant sur ces falaises que la vie de João a basculé. Dès que mes pieds ont quitté le sol, j'ai été happé par le ciel et je suis devenu complètement accro. Dès que j'ai découvert le parapente, j'ai réalisé le rêve de tous les hommes, voler. On coupe les racines qui nous relient à la terre et dans le ciel, il n'y a plus de limite. Voler. Cette respiration est devenue indispensable pour João. Elle lui ouvre les portes du royaume du ciel et de la nature. L'épervier est le symbole de ces terres marines. C'est d'ailleurs le nombre impressionnant de ces oiseaux, appelés Açores par les migrants, qui a donné son nom à l'archipel. À 52 ans, João n'a pas fini de découvrir ces îles qu'il survole à longueur d'année. Le ciel, la terre et la mer. Les Açoriens vivent au cœur d'un monde qu'ils protègent et qu'ils respectent. Le cachalot est le seigneur des Açores. Cet animal mythique a été chassé par les pêcheurs de l'archipel jusqu'à la fin des années 80. Les Açores vivent toujours au rythme des migrations des cétacés. Toute l'année, les baleines croisent dans les eaux de l'archipel au milieu de l'Atlantique. Chaque île est un sanctuaire sous-marin. Jusqu'à la fin du 19e siècle, des navires baleiniers américains viennent chasser le cachalot. Les capitaines recrutent de jeunes Açoriens, excellents marins, pêcheurs adroits et infatigables. Aux Açores, on ne chasse plus la baleine depuis longtemps. C'est le thon, la bonite, qui a permis aux pêcheurs de se reconvertir après la grande époque baleinière. Depuis que les hommes vivent sur ces îles, l'océan est un garde-manger. Les pêcheurs s'amusent à dire que le premier venu est capable d'attraper tous les poissons dont il rêve. La pêche est toujours pratiquée de façon artisanale, à la canne. Au XXe siècle, après le départ des navires américains, les Açoriens chassent la baleine au harpon et à la rame. La chasse à la baleine était un combat à la régulière.
une pêche traditionnelle. La lutte entre l'homme et l'animal durait des heures. En 1986, la Commission baleinière internationale interdit la pêche au cachalot partout dans le monde. Les Açoriens ne chasseront jamais plus le roi des océans. Ces images du passé appartiennent à l'histoire des Açores. Elles sont gravées dans la mémoire de João. À cette époque, il avait 20 ans. Il y a des années, ici à San Miguel, lors des chasses à la baleine, il y avait du sang dans l'eau. Tout le sang et les restes des cétacés coulaient sur la cale et repartaient à la mer. Avec le courant, le sang formait un couloir et attirait les grands requins blancs. Ça, c'est un grand requin blanc capturé par des pêcheurs à 2000 devant le port de Villafranca. Je suis là sur la photo. Le requin blanc mesurait plus de 5 mètres de long. Il était énorme. Après 12 heures de mer, les pêcheurs de San Miguel sont de retour au port. Pour ces hommes, c'est une des dernières marées de l'année. La pêche a été plutôt bonne. La saison de la bonite se termine dans l'Atlantique. Principale source de revenus pour ces équipages, le thon ne sera pas de retour dans les eaux açoriennes avant plusieurs mois. Nous, les Açoriens, on a un rapport fort avec la mer, comme tous les Portugais. C'est un héritage génétique qui se transmet de génération en génération chez les pêcheurs et les navigateurs. Nous sommes des gens de mer. Ce matin, João se dirige vers la pointe nord-est de San Miguel. C'est un endroit sauvage, encore plus isolé qu'une île. Nord-Est est toujours considéré comme la 10e île des Açores. Les gens ici me rappellent mon enfance et le village de mes grands-parents. C'était un village où on pouvait laisser les clés sur la porte. Les gens sont très accueillants, hospitaliers. On est toujours les bienvenus ici. Dès que les conditions de vent le permettent, João prend son parapente et le chemin des airs. Il a prévu de passer plusieurs jours ici, à la pointe de Nord-Est. C'est un décor époustouflant dans un endroit hors du temps. Ce petit village, une succession anarchique de cabanons, fait le bonheur simple des familles de la région de Nord-Est. O peixe está a morder como é? A pescaria. Está aí com esse mate todo. Então, boa tarde. Le cabanon de son ami José est un camp de base idéal pour João. L'intérieur est minuscule, mais le vrai luxe de l'endroit est ailleurs. Le phare de Arnel est un phare du bout du monde. 2 gardiens vivent ici en permanence. Torre. Tudo bem, jovem? Não, vais ficar assim, mas eu solto. Vai tentar. Vais tentar. Mas aí a meteorologia, o que é que dizes? O que é que achas disso, hein? Sim, praticamente nenhum.
Aujourd'hui, le temps n'est pas favorable pour le parapente. Mais une fenêtre météo peut s'ouvrir en quelques heures. Au milieu de l'Atlantique, les 4 saisons défilent parfois dans une même journée. Vento sul-leste, força 0.2, tempo presente, nebulosidade, céu cerrado, visibilidade fraca, ondulação de 1,5 m. Comme dans d'autres îles des Açores à San Miguel, il y a des endroits où on a le sentiment d'être loin de la civilisation. Parce qu'il y a le silence surtout. Il y a peu de monde. Et il y a de vrais petits paradis disséminés un peu partout dans les Açores. Tu as une sensation de liberté, presque d'abandon. Tu es seul dans cette falaise. La seule chose qui te tient compagnie, c'est le phare et le bruit de la mer. Pour nous, c'est naturel de vivre ici. La nature fait partie de nos gènes aux Açores. Le territoire est si petit que si on l'abîme, on subit le revers de la médaille. Je me suis cassé la colonne vertébrale. J'ai eu 6 fractures sur une seule vertèbre. On a dû me prendre un os d'ici pour le mettre là. J'ai dû être opéré de la rate. Je me suis aussi ouvert le crâne. J'ai eu une fracture ouverte du tibia. Je me suis cassé les 2 talons. Et tout ça dans le même accident. Voici mes passions. Les requins, le tour du monde que j'ai fait en bateau en passant par la Polynésie. Et ça, c'est mon ange gardien pour le parapente. Il y a encore de la place pour la suite. Là, pour le moment, il y a 16, 17, 19 km/h et dans les rafales, ça monte à 22 km/h. C'est pas des grandes conditions pour voler, mais c'est possible. Je vais y aller. À tous ceux qui pratiquent le vol, on demande souvent ce qu'ils ressentent. C'est dur à expliquer. Moi, je sens un bien-être quand je vole. Même si on a des problèmes personnels ou professionnels, il y a une libération de la pensée. On est seul avec soi-même. Il n'y a que le vent, les oiseaux. On admire le paysage. Il n'y a jamais de vol qui se ressemble. C'est un mélange de sentiments. C'est comme respirer. Dans quelques jours, João part en Asie, voler au cœur de l'Himalaya.
Après un tour du monde en bateau, c'est un autre rêve qu'il réalise, déployer ses ailes sur le toit du monde. L'île de Pico est la plus extraordinaire, la plus envoûtante et la plus majestueuse des Açores. C'est l'île Noire. Ces falaises sont bordées d'immenses champs de lave. Aiguisées comme des lames, les pointes de roches basaltiques se jettent dans l'océan. Elles ont une allure effrayante. Comme beaucoup de jeunes de l'archipel, Nilton aurait pu se laisser éblouir par les lumières de Lisbonne. Il n'a jamais quitté son île. Nilton est resté proche de la nature. Le contraste entre le noir de la lave et la couleur des vagues, la force de la mer, toute cette énergie que l'océan dégage, c'est vraiment majestueux. Il n'y a qu'un insulaire pour comprendre à quel point la mer peut nous manquer quand on est loin d'elle. Et nous, les Açoriens, nous sommes des insulaires. Quand je suis là, avec toute cette force qui provient de la mer, j'imagine ce qu'a dû être l'éruption du volcan il y a 300 000 ans. Je n'étais pas là pour le voir, évidemment, mais cela devait être grandiose. Un volcan qui sort de l'eau, ça devait être fantastique. J'aurais aimé voir ça. C'est super, cette puissance de la nature. L'île de Pico se situe aux confins des plaques tectoniques eurasiennes, américaines et africaines. Dans l'histoire géologique des Açores, Pico occupe une place à part. La silhouette de son volcan est parfaitement dessinée. C'est le sommet des Açores. Il culmine à 2351 mètres au-dessus de l'océan Atlantique. Pico est une frontière fantastique entre le ciel et la mer. Dans ce paysage de pierres volcaniques et de lave à perte de vue, l'île de Pico garde bien des secrets. C'est la terre la plus jeune de l'archipel. Elle est apparue il y a 300 000 ans. Depuis qu'il est enfant, Nilton rêve de percer les mystères de son île, comme celui qui entoure les vestiges de ce village abandonné au bord de la mer. On ne connaît pas très bien l'histoire de ce hameau, mais on sait que c'est un des premiers villages de l'île, qu'il a été abandonné il y a quelques années, mais on ne sait pas très bien pour quelle raison. Sans doute à cause d'énormes tempêtes qui ont dû faire d'énormes dégâts. Les Açores ont toujours été pauvres. Personne ne voulait travailler la pierre. Quand quelqu'un venait ici, c'était vraiment par nécessité. Si les gens restaient, c'est que les Açores ont une énergie particulière. C'est pour cela, moi, que je ne suis pas parti. Et franchement, j'adore.
volcan est une statue imposante plantée dans l'immensité océanique. En mer, les navigateurs peuvent l'apercevoir à des dizaines de kilomètres. Dans ses mémoires d'outre-tombe, Chateaubriand disait de lui « Ce volcan domina longtemps des mers non naviguées. Inutile phare la nuit, signal sans témoin le jour. » La montagne de Pico est un endroit unique. Elle a une énergie très forte. Le climat des Açores est très particulier. On est au centre des 9 îles de l'archipel et au milieu de l'Atlantique. Pico, c'est encore plus singulier car c'est un sommet au milieu de nulle part. Pour le vent, les nuages, c'est un baromètre. Dans les îles environnantes, les anciens regardaient la montagne pour prévoir le temps. La montagne de Pico est vraiment particulière pour connaître la météo. Pour mesurer toute la beauté de l'île, il faut prendre le temps de gravir la montagne et cheminer au-delà des nuages. Aujourd'hui, c'est parfait. Je préfère monter quand c'est comme ça. Sous le soleil, c'est trop chaud. Là, avec les nuages, on se croirait dans un film d'Hitchcock. Selon les conditions atmosphériques qui peuvent être très dures, il faut être très bien préparé pour supporter le vent, le froid, la pluie. Bien que ce ne soit pas très haut, les conditions peuvent être identiques à celles de la haute montagne. Pico est une terre d'aventure. L'ascension peut être risquée. Les nuages et le brouillard s'installent en quelques minutes et rendent impossible toute progression vers le sommet. Depuis plus de 500 ans, les hommes vivent ici et façonnent un paysage volcanique. Dans cet univers minéral, il faut de l'obstination pour cultiver une terre rocailleuse, couverte de basalte. Les hommes de Pico sont réputés pour être des hommes très forts, qui travaillent la pierre. L'histoire de Pico, c'est une histoire de pierre. Les maisons sont en pierre, les routes, les vignes aussi. C'est une histoire de pierre ici. Travailler la pierre. À l'abri de ces murs de pierre noire, se cache un trésor qui a failli disparaître. Le vignoble a fait la notoriété de l'île de Pico. Il donne un vin unique, le Verdelho. Autrefois, grâce aux routes maritimes transatlantiques, le vin de l'île se retrouvait sur les bonnes tables des États-Unis, d'Europe et de Russie. On dit même que les tsars appréciaient le vin de Pico. Depuis des siècles, les paysans et les pêcheurs des Açores cultivent leurs vignes à coups de pioche. George, l'oncle de Nilton, vient d'hériter d'un hectare de parcelles abandonnées. J'ai défriché tout ça, ça m'a pris 90 jours de boulot. J'ai brûlé toutes les broussailles, remonté les murs et replanté la vigne. J'ai fait ça tout seul. Mûri à l'abri de ces enchevêtrements de basalte, le vignoble de Georges ne donnera pas de vin avant 5 années. Avec le temps, les habitants ont appris à puiser leurs forces dans la nature même de la roche.
Il y a quelques années, le vignoble de Pico a été classé au patrimoine mondial de l'humanité. Ce labyrinthe de murs continuera à protéger ses cépages des violentes tempêtes hivernales. Après avoir été barman, skipper, gérant de discothèque, Nilton est devenu le responsable de l'association locale des guides de montagne. Le volcan est son terrain de jeu préféré. Il y a une qualité de vie qui pour moi a du sens. C'est calme, c'est la tranquillité, la nature, la pluie, la mer. C'est quelque chose qu'aucun argent ne peut payer. On ne fait qu'un avec l'île, la montagne, la nature. On fait corps avec elle. La passion de Nilton pour la montagne lui permet de voir le monde autrement et d'explorer aussi de nouveaux territoires. Aux Açores, on dénombre des centaines de galeries souterraines. Certaines d'entre elles mesurent plus de 5 km de long. L'île de Pico est un véritable gruyère. Cette grotte a été découverte par hasard il y a 2 ans environ. Je descendais de la montagne et j'ai remarqué ce bosquet. Normalement, dans les pâturages, les paysans laissaient la végétation telle qu'elle pour éviter que les vaches ne tombent dans les trous. Je suis venu une fois avec Walter et on a commencé à explorer la grotte. Elle est plutôt sympa. Juste à côté, il y a une autre entrée. On est descendu par là la première fois. Et on s'est rendu compte que la grotte était énorme. Walter, já cheguei. Vou só tirar o equipamento e já podes descer. C'est la deuxième fois que Nilton et son ami Walter pénètrent dans cette grotte. C'est une ancienne coulée de lave. À Pico, de nouvelles cavités souterraines sont ainsi découvertes chaque année. Dans la profondeur des ténèbres commence un autre univers de rêve et de silence. Il y a peu de gens qui connaissent ces endroits, c'est un privilège pour nous. On est un peu comme des explorateurs des temps modernes, comme ces Portugais qui découvraient le Brésil ou les Indes. À Pico, pour nous, découvrir de nouvelles grottes, c'est vraiment un privilège. Les paysans, quand ils avaient des animaux vieux ou malades, ils les jetaient dans les grottes, car c'est très difficile de creuser des trous sur l'île. Le sol est très dur. Et aujourd'hui, quand on descend ici pour faire de la cartographie, on découvre des os comme ça de vaches, de chiens, de cochons. Attends, je vais voir s'il y a un passage par là. Où ça se termine. Ça continue pas? Formés à la spéléologie, Walter et Nilton sont chargés par le gouvernement régional de répertorier et de topographier des grottes jusqu'alors inconnues. Ce recensement permet d'établir une liste des galeries les plus importantes de l'archipel. Un jour peut-être, cette grotte sera ouverte au public. 327.
Aux Açores, les volcans et les hommes ont un destin commun. En débarquant sur des îles inhabitées au milieu de l'Atlantique, les premiers explorateurs découvrirent sans doute une activité volcanique effrayante. Au fil des siècles, l'archipel est né d'innombrables éruptions et tremblements de terre sous-marins. Ici, à Fayal, l'île voisine de Pico, la dernière grande éruption remonte à 1957. Le Capelinhos, ce volcan sous-marin, s'est réveillé un beau matin. L'éruption a duré 13 mois. Cette île de sable et de pierre a jailli de l'océan. En 1957, le volcan Capelinhos bouleverse un paysage millénaire. L'éruption a détruit un village de pêcheurs dont il ne reste plus que le phare. Témoin de la naissance de ces falaises, surgi des profondeurs de l'Atlantique, le phare est désormais abandonné. Aujourd'hui, sous l'effet du vent et des vagues, le volcan Capelinhos change de visage. L'érosion le fera peut-être disparaître un jour. Après des heures de marche, l'ascension de la montagne de Pico s'achève au-dessus des nuages. Comme tous les gens de Pico, la première fois que je suis monté, c'était avec quelqu'un de la famille, avec un cousin. C'était une nuit extraordinaire. On faisait la fête avec ma famille qui vit au Canada. C'était en août. Soudain, on s'est dit, allons grimper la montagne. Moi, j'avais 15 ans et mon cousin en avait 18. On a pris un sac à dos et on est parti. La montée traditionnelle se fait la nuit pour arriver au sommet au lever du jour. On ne connaissait pas vraiment la montagne. On prenait toujours à droite, à droite. Il faisait froid et je n'oublierai jamais. C'était la première fois. Et depuis, je continue. E daí para frente tem subido todos os anos, sempre. À l'approche du sommet, s'ouvre la porte d'un autre monde, minéral et céleste. Sur les pentes du volcan, il n'y a que le silence imposant de la montagne et le souffle du vent. Voilà pourquoi la montagne de Pico est impressionnante. À cette altitude, le ciel et la mer se mélangent. Ici, on est à 2300 mètres d'altitude environ, proche du cratère. C'est vraiment un paysage unique. Je suis comme le roi du monde. Il n'y a rien autour de moi, juste la mer qu'on peut apercevoir. Et en hiver, il n'y a personne. C'est la tranquillité. C'est merveilleux. Quand je monte jusqu'ici au sommet, je ne pense à rien. Je vide complètement mon esprit. Il n'y a que le ciel, le silence et la montagne. J'oublie tout. Je me sens complètement en paix.
La montagne de Pico est le toit de l'Atlantique. Un endroit à nul autre pareil, ouvert sur l'immensité de l'océan et la pureté du monde.